Ah, voilà. Bon, ça devrait être mieux comme ça, j'imagine, hein? Alors voilà. Bon, ben bonjour, bon matin, bienvenue à cette conférence de presse de la Centrale des syndicats du Québec à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans un premier temps, le président de la CSQ, Éric Gingras, s'adressera à vous pour une période d'environ 3 minutes et la présidente et les présidents des fédérations du réseau scolaire affiliés à la Centrale prendront ensuite la parole à tour de rôle dans l'ordre suivant. Donc, Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, et Jacques Landry, président de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. Suivra évidemment une période de questions après les présentations. Je cède donc la parole immédiatement à Éric Gingras, président de la CSQ. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Écoutez, qui dit rentrée scolaire, dit moment important pour les jeunes du Québec. C'est un moment, si on regarde d'un point de vue pour la société, pour les jeunes, c'est un moment important de fébrilité. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, je vous dirais que c'est le côté positif. Bien souvent, les sourires des jeunes, qu'ils soient au primaire, préscolaire, secondaire, même aux adultes aussi. Donc, c'est un moment important qui va préparer, qui va donner le ton pour l'année. Ça, c'est le côté positif. Puis, il faut toujours en parler. Il ne faut jamais le passer sous silence parce que c'est pour ça que les travailleurs qui, au quotidien, sont là, c'est pour ça qu'ils font ce travail-là. Par contre, en période de pénurie, en période de négociation, bien qu'on vienne souvent dire que les syndicats parlent des choses négatives, bon, on n'a pas le choix de parler de ce qui ne va pas dans le réseau. Et bien sûr, c'est certain que la pénurie, puis on a vu les chiffres la semaine dernière, on les a vus l'année dernière, on a vu que ça augmente, donc on a vu la Fédération québécoise des directions d'école a sorti des chiffres la semaine dernière, puis on n'est pas surpris, c'est ça à quoi on s'attendait. Mais là, on va tout de suite là, mettre les choses au clair. Ce qui se passe dans le réseau, ce n'est pas la faute des syndicats. Là, parce que là, le narratif qu'on entend de plus en plus, c'est les syndicats sont négatifs. Dans la prochaine négociation, il faudra parler de différentes choses pour améliorer le réseau. Écoutez, les seuls qui peuvent améliorer le réseau, c'est le gouvernement avec des négociations et des investissements, des négociations pour de meilleures conditions de travail et des investissements, ça va prendre de l'argent. Et on met de côté, en parlant que c'est les syndicats qui ont quasiment causé ça, on met de côté les 20 dernières années de mauvais choix du gouvernement. Et ça, c'est inacceptable. Écoutez, il y en a plein de choix qui ont été faits au cours des 2 dernières décennies. Maternelle 4 ans. Sur le principe, bien d'accord de se dire qu'il y a 5 ans, lorsque ça a été annoncé, par exemple, de se dire que c'était intéressant notamment pour les milieux défavorisés. Mais on disait déjà à ce moment-là, problème de locaux, problème de personnel. On levait la main. Le ministre Roberge, à ce moment-là, ne daignait pas utiliser le mot pénurie, il parlait de quelques raretés. Ben nous, on levait déjà la main. Lorsqu'on a fait des mauvais choix, sous le gouvernement libéral, on a coupé avec l'austérité en tête, on a levé et on a dit ça n'a pas de bon sens. Lorsqu'on a fait le choix, même il y a une douzaine d'années, de procéder à des achats de tableaux interactifs de l'ordre de 250-300 millions, mais qu'on n'a pas donné les sommes pour avoir des techniciens informatiques pour les réparer, bon, on a levé la main et on a dit que ça n'avait pas de bon sens. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se présente devant vous en conférence de presse de la rentrée, puis on dit que ça va pas bien, ça va prendre de meilleures conditions de travail, ça va prendre des investissements, ben on a derrière nous 20 ans, 25 ans de décrier ce qui se passait, et non, ce ne sont pas les syndicats qui ont causé les problèmes du réseau présentement, mais des mauvaises décisions politiques à ce moment-là. Et bien sûr, le ministre qui est là, en poste présentement, M. Drainville, ce n'est pas de sa faute. Mais la suite des choses, ce qu'il va écrire, ce sera important qu'il en prenne compte et qu'il s'en occupe. Alors, pour le reste, bien sûr, des éléments importants que mes collègues vont vous parler en lien avec des exemples flagrants de ce qui se passe dans nos différents milieux, enseignantes, enseignants, professionnels, personnel de soutien. Je vais laisser la parole à Josée Scalabrini de la FSE. Merci, Josée. Merci, M. Gingras. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vais commencer par souhaiter une excellente
rentrée scolaire, malgré toutes les difficultés qu'on vit, une excellente rentrée scolaire à l'ensemble du personnel de l'éducation et plus particulièrement aux enseignants que je représente. Et j'ai le goût de rappeler des paroles qu'a tenues le ministre de l'Éducation pendant la commission parlementaire lorsqu'il a dit, des gens lui posaient la question, pourquoi il se donnait autant de pouvoir dans les modifications de la loi qui s'en est. Puis il a dit, il faut toujours bien que je serve à quelque chose. Ben, j'appelle le ministre de l'Éducation à faire la différence dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec nous à se battre, à prouver que l'éducation est une priorité au Québec. Puis j'ai le goût de commencer, moi, en disant alléger la tâche avant qu'on lâche. Ça fait longtemps qu'on le dit, que la composition de la classe au Québec n'a plus de bon sens. Une grande enquête qui a été faite en début d'année est venue dire, près de 10 000 enseignants nous ont dit que dans nos classes, 48 % de nos élèves ont de grandes difficultés. 100 % des enseignants disent qu'on manque de ressources. 37 % du temps en classe n'est plus consacré à l'enseignement. De là, notre cri du cœur, quand on est venu dire la priorité, c'était peut-être pas à ce moment-ci d'aller retravailler les structures avec un grand projet de loi. On est des enseignants, on est habitué de faire plus qu'une chose à la fois, là. Le ministre nous a emmenés vers ces modifications-là où, encore une fois, on vient s'attaquer à l'autonomie professionnelle des enseignants en voulant imposer des formations plutôt que laisser les enseignants aller se former en lien avec les besoins qu'ils ont. On va y travailler au projet de loi. Mais ce qui est urgent présentement, c'est la négociation. C'est de permettre aux enseignants de retrouver le goût de ce pour lequel ils sont allés étudier 4 ans à l'université. La passion d'un enseignant, c'est enseigner. On a, à travers les 20 dernières années, déraciné de sa passion les enseignants. C'est devenu, et toute autre tâche, connexe. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est dans la négociation qui se passe, la priorité, c'est la composition de la classe, le bon élève au bon endroit. On entend bien des choses venant autant du Conseil du Trésor que du ministre de l'Éducation présentement. On vient nous dire qu'il faudrait peut-être avoir une porte d'entrée qui serait le préscolaire 4 ans, 5 ans. C'est très mal connaître la profession enseignante que de dire ça parce que des défis à chacun des niveaux d'enseignement, il y en a. On vient nous dire que ça va prendre un adulte devant chaque classe. J'ai le goût de dire que j'espère qu'on va travailler ensemble à mettre un enseignant devant chaque classe. Je suis d'accord qu'on ne peut pas laisser une classe sans adulte, mais au-delà de ça, depuis le nombre d'années qu'on en parle, on savait qu'on s'en allait dans un mur. Et là, on l'a frappé, le mur. Puis, je vais vous sortir un scoop ce matin. Vous avez le droit de l'utiliser, là. J'amène un scoop. La rentrée l'an prochain va être encore pire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que nos jeunes qui ne restent pas en enseignement. C'est tous les âges dans la profession, des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans d'enseignement qui quittent avant d'avoir atteint leurs 35 ans. Ça, il faut l'arrêter, l'hémorragie. Et comment on peut arrêter ça? C'est ensemble. Aller travailler à améliorer la profession. On a prouvé dans les 2 dernières années que quand ce gouvernement-là veut travailler avec nous, on en a des solutions. Regardez l'aide à la classe. C'est pas la seule solution présentement. Ils nous ramènent souvent parce que les enseignants qui l'ont vécu comme projet pilote ont apprécié l'aide à la classe. Pourquoi l'aide à la classe est porteur présentement? Parce que c'est ensemble, la CSQ et le gouvernement, qui l'avons travaillé avec les gens du ministère. L'entente sur la rareté. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que c'est ensemble qu'on a trouvé les balises pour l'entente sur la rareté. Ce qu'ils n'ont pas été capables de faire quand ils sont venus promettre un 12 000 $ à tous ceux qui devaient partir à la retraite pour qu'ils restent. Ils ne nous avaient pas parlé avant. Ils avaient travaillé ça tout seul. Ça faisait belle image dans les médias. Ça n'a pas fonctionné. Donc, nous, ce qu'on vous dit, on est prêt à être là. Et tous ceux qui diront que les syndicats ne sont pas prêts à négocier, moi, j'ai le goût de vous dire que oui, on attend ça depuis le mois de janvier. On est passé, selon la présidente du Conseil du Trésor, à une intensification de la négociation. Je vais vous faire un clin d'œil. Je vais vous dire, ben oui, nous, ça s'est beaucoup intensifié. On était passé d'une rencontre par semaine à une rencontre par 7 jours. Toute qu'une intensification. Donc, maintenant, l'année commence. Nous voulons négocier et on espère que plutôt que de mettre énormément de temps sur les structures, on aura le temps d'en reparler des structures, mais que la priorité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sera la négociation pour redonner le goût aux enseignants
d'enseigner et leur permettre de rester, tout âge confondu, dans la profession. Merci. Donc, bon matin, merci d'être présent. Écoutez, tout d'abord, je tenais, au nom de la Fédération, à y aller de toute notre solidarité envers, oui, on a des centres de services scolaires, CRI et Kativik dans le Nord, qui subissent énormément de feux et il y a beaucoup d'évacuations. Donc, on est l'ensemble du personnel de l'éducation, nous sommes très solidaires à cette cause et de tout cœur avec vous et en pensée, bien entendu, dans ce triste événement. Oui, moi aussi, une excellente rentrée scolaire à tout le personnel de l'éducation, mais oui, à tout le personnel de soutien scolaire. Ce personnel qui est plus qu'essentiel, qui est indispensable, aux yeux de la population, aux yeux de nos collègues enseignants professionnels, mais trop souvent, pas aux yeux du gouvernement, bien entendu. Vous savez, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que la rentrée scolaire, avec tout ce qui se passe, ben, c'est le personnel de soutien scolaire qui met énormément de choses en place. Autant au niveau de l'entretien, autant au niveau de toute la gestion, l'organisation des horaires de travail, les horaires pour les élèves. Donc, c'est le personnel de soutien scolaire qui est là, les communications aux parents. Donc, ces gens-là sont omniprésents, donc sont importants dans ce début de rentrée scolaire-là. Et malgré tout, les problèmes n'ont pas changé pour le personnel de soutien scolaire. Ça fait 13 ans qu'on en parle à la Fédération du personnel de soutien scolaire et tout à l'heure, notre président disait 20 ans. Oui, on en a subi des coupures au cours des 20 dernières années, mais nous, on a averti ce gouvernement-là il y a à peu près 13-14 ans que cette pénurie de main-d'œuvre-là, s'il ne se passait rien de concret, on allait avoir un problème par rapport à ça et on est encore, bien entendu, dedans. Vous savez, le personnel de soutien scolaire, là, la précarité d'emploi, c'est 79 %. Oui, il y a une pénurie, mais il y a une précarité d'emploi. Donc, à 79 % en moyenne. D'autant plus que j'ajoute qu'en service direct à l'élève, on est à 87 % de précarité. Est-ce qu'on s'est dit oui, autant pour le secteur où il n'y a pas de service direct aux élèves, c'est très important. Ces gens-là sont indispensables, comme j'ai dit dès le départ, nos manuels, etc. Mais le service direct à l'élève, le cheval de bataille de notre ministre de l'Éducation, eh bien, M. Drainville, aujourd'hui, je vous annonce que c'est 87 % des gens qui y travaillent en précarité, qui se font offrir encore des postes de 15-20 heures et qui ont besoin de répondre à un besoin de plus en plus grandissant, à des difficultés de plus en plus grandissantes, peu importe ce que c'est, les élèves au Québec ont besoin de ce support-là, nos collègues enseignants ont besoin de ce support-là, et aussi nos collègues professionnels. Nous, ce qu'on dit depuis le début, puis ce qu'on dit depuis longtemps, ça fait 13 ans qu'on le dit, qu'on le répète, mais il n'y a rien qui change encore une fois. Ce qui implique beaucoup de surcharge de travail pour nous autres, c'est clair, net et précis. L'insatisfaction quant à répondre aux attentes. Parce que comme personnel de soutien, quand tu as des attentes face à des élèves, face à des collègues enseignants, puis que tu n'es pas capable de les atteindre, ça crée une problématique, ça crée des frustrations par nos membres, mais ça crée des frustrations dans tout le système. Il n'y a pas personne qui a encore vu ça. Je suis un peu en état de choc par rapport à tout ça. Il y a une fédération de direction d'établissement qui ont sorti des chiffres. Bien d'accord avec les chiffres. On est à peu près arrimés pareil. Mais je dois vous dire que je suis très heureux de enfin voir qu'une fédération patronale vient de s'apercevoir qu'il y avait une pénurie et qu'il manquait de gens dans le réseau. Moi, ce que j'ai besoin de cette fédération-là, puis je lance le message à M. Prévost, c'est lui qui l'a dit. À quand les gestes concrets? À quand la pression de votre fédération pour pouvoir nous aider à convaincre ce gouvernement-là qu'encore une fois, les élèves au Québec ont besoin d'aide. Les centres de services scolaires sont capables de faire plus, mais on a des gens, mais on ne les valorise pas et on ne les inclut pas dans la machine. Vous savez,
là, je vous fais part de toutes les autres problématiques. Hein, bon, puis la violence à l'école, les enfants en difficulté, les troubles de comportement plus fréquents, les enfants qui vivent l'anxiété de performance. Parce que c'est pas vrai que c'est juste les élèves qui ont des difficultés ou qui ont certaines problématiques. Il y en a d'autres qui en ont, mais on n'a pas le temps de s'en occuper, malheureusement, parce que c'est pas prévu. Hein? Et la détresse psychologique. Écoutez, moi, je dis toujours qu'on a l'impression qu'on est dans une roue d'hamster. Hein? L'éducation, on tourne, mais rien n'avance. Mais là, ce qu'on dit à M. Drainville, ben, on s'attendait à une négociation axée sur l'avenir, axée sur des conditions de travail qui allaient nous donner, enfin, une lueur d'espoir. Écoutez, là, j'écoutais dans un centre de service scolaire qui annonçait la possibilité de recruter du personnel. Et quand on dit dans la courte vidéo on respecte le travail famille, on s'ajuste en fonction de l'horaire. Eh bien, quand dans la négociation actuelle, on veut enlever à des gens des congés d'affaires personnelles parce qu'on veut les juger s'ils sont des affaires personnelles, moi j'ai un problème. Parler des deux côtés de la bouche, c'est pas nécessairement évident. Donc, en terminant, oui, effectivement, l'aide à la classe n'est pas la seule solution pour le personnel de soutien scolaire. On a des besoins partout pour eux. On est capable d'offrir des services partout. 81 classes d'emploi, c'est important à vous le souligner. Et enfin, des gestes concrets, ça presse. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je représente la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. On est dans 69 des 72 centres de services commission scolaire dans le Nord, un peu partout. Donc, je vais reprendre les propos pour souhaiter une bonne rentrée à tous. Une rentrée qui va être vraiment chargée de défis. Une rentrée qui ne sera pas facile, il ne faut pas se le cacher. On a, vous avez vu les priorités du ministre l'an passé. Il y avait 7 priorités. On cherche encore où les professionnels sont dans ces 7 priorités-là, où les élèves en difficulté sont dans ces 7 priorités-là. Ils ne sont pas présents. Et malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que des élèves en difficulté au Québec, bon, on en a de plus en plus. Des élèves qui ont besoin d'une aide pointue, bon, on en a de plus en plus. On a la fédération dont parlait tantôt Éric, parlait de 900 postes vacants seulement pour 3/4 d'emploi. Psychoéducateurs, psychologues, orthophonistes. On a d'autres services aux élèves, ergothérapeutes, conseillers d'orientation. Beaucoup de formes d'animateurs qui jouent un rôle important dans la vie de l'école aussi. On a d'autres emplois. On a des emplois plus en éducation, des conseillers pédagogiques, entre autres, bibliothécaires, orthopédagogues. On a des emplois aussi à l'administration, des ingénieurs, des architectes qui sont malmenés, eux autres aussi, des analystes en informatique. Donc, moi, les 900 postes, là, je ne serais pas surpris qu'on soit plus près de 2000 postes à la grandeur de nos besoins à nous. Donc, il y a vraiment un coup de barre important à donner de notre côté et puis on ne le sent pas actuellement. Ce qu'on voit de plus en plus dans les services aux élèves, c'est une dilution. En tout cas, de moins en moins de services aux élèves. On le voit de différentes façons. Par exemple, aux Trois-Lacs, qui viennent d'ouvrir 2 nouvelles écoles secondaires, bien, il y a 0 ajout de service au sein du centre de service scolaire. Donc, comment, quand on ouvre 2 écoles secondaires, on peut ne pas ajouter de service? C'est sûr que tout le monde va y perdre. Hein, c'est bien clair. Ce qu'on voit aussi, c'est que plutôt que d'être un pied dans l'école, bon, on fait des petites équipes. On fait des équipes là, qui est un peu comme des équipes volantes où on va répondre à des besoins ponctuels d'une école à l'autre. Puis finalement, on rencontre à peu près pas les élèves. Bon, on est loin du modèle qu'on souhaite pour les services publics. Puis nous, on est très inquiets de l'avenir des services professionnels dans le cadre des services publics. On a offert même des solutions au gouvernement qui n'étaient pas dans la négociation. Une solution, en tout cas, qui nous semblait intéressante. On se dit à l'ère des Teams puis des Zooms, comment ça se fait qu'au primaire, on n'est pas capable de faire des rencontres multidisciplinaires? Ça nous apparaît
une aberration. Puis ça ne coûtait pas si cher que ça. On a fait un calcul au niveau de la province, parce qu'il fallait libérer du temps, c'était 17 millions. Puis on ne l'a pas mis dans la négociation parce qu'on se disait, ça nous apparaît quelque chose qui est à l'extérieur de la négociation, mais qui pourrait être vraiment utile. Donc, moi, je suis psychoéducateur. J'ai travaillé avec des psychologues, des orthopédagogues, des TES, des enseignants. On a chacun notre vision de l'enfant. Quand on est capable de prioriser des choses, tous ensemble, on est pas mal plus efficace que quand on travaille chacun en silo. Donc, il y a vraiment un effort de ce côté-là à faire. Il y a un effort aussi, évidemment, à faire dans la négociation qui est importante. Moi, je ne suis pas jeune, mais quand je suis sorti de l'université, aller travailler en milieu scolaire, c'était vraiment un bel endroit pour aller travailler un emploi qui était valorisé. Je ne sais pas si vous avez parlé à des jeunes en service aux élèves, mais des psychologues, des orthophonistes, des psychoéducateurs, j'en vois pas là, qui se disent « Oh, on va aller travailler en milieu scolaire, c'est un bel endroit pour aller s'accomplir. » Et puis, donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la voie au privé. On a de plus en plus de privés un peu partout. On a des agences privées qui sont en train de s'organiser, qui offrent des services là, clés en main au centre de services scolaires. Donc, on vous offre des services en psychologie, en orthophonie, ce que vous avez besoin. TES aussi, il n'y a pas de problème. C'est très large. On ne voyait pas ça avant. Donc, ça nous inquiète. Puis moi, ça m'inquiète pour l'avenir des services publics carrément. Donc, il y a un coût à donner. Il y a un coût à donner dans l'organisation du travail. Des choses simples, télétravail quand c'est possible, horaire variable. Non, ça a l'air des montagnes insurmontables. On ne reconnaît pas la scolarité non plus. Tous ces corps d'emploi-là, en aide aux élèves, c'est pratiquement des maîtrises ou des doctorats. On a des gens très scolarisés, mais il n'y a pas de reconnaissance de cette scolarisation-là. Donc, nous, on pense que ça devrait être fait, ça devrait être vu rapidement. Des choses comme payer la cotisation à l'ordre professionnel pour les gens pour qui c'est requis. Quand les gens ne font pas partie de l'ordre, ils peuvent être congédiés. Moi, je suis psychoéducateur. Si je ne maintiens pas mon adhésion à l'ordre, je peux être congédié. Mais d'un autre côté, la majorité des centres de services scolaires ne paient pas la cotisation, mais ils l'exigent. On est dans des modes où il n'y a pas grand-chose qui est fait vraiment pour favoriser la rétention des gens. On propose des choses, c'est contourné. Puis en tout cas, moi, je suis très inquiet. Je regarde les postes vacants, c'est d'année en année. Les centres de services scolaires organisent des postes différemment. On n'a pas de psychologue, mais on a aboli les postes de psychologue pour créer des postes d'autres choses. Mais un psychologue, ce n'est pas remplaçable. Ça fait un travail qu'un psychoéducateur ne peut pas faire, que d'autres ne peuvent pas faire non plus. Donc, ce n'est pas interchangeable. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puis, vous aviez vu en juin 2022 le protecteur du citoyen qui était venu dire que le privé était une fausse bonne idée. Bien, moi, je suis convaincu que le privé est une fausse bonne idée. Le meilleur service, c'est celui qu'on peut offrir au sein de l'école, puis on n'en sortira pas. Là. On est là à côté des enseignants, du personnel de soutien, des directions d'école, des parents, pour répondre à leurs besoins, pour se revirer Saint-Dissous, pour s'ajuster, pour le suivi plus facile. Tout est plus facile. Donc, puis les moyens sont adaptés. Le protecteur du citoyen va insister là-dessus. Les moyens du privé, ils ne sont pas adaptés à l'école. Donc, en tout cas, j'espère qu'on aura un coup de barre. J'espère qu'on sera un jour dans les priorités du ministre aussi. Ça m'apparaît aberrant. Puis c'est surtout les élèves en difficulté. Là, et puis, Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Donc, c'est des souhaits, mais moi, je suis vraiment inquiet pour les services publics en éducation. Merci. On passerait donc à la période de questions Radio-Canada. On voit que ça développe en santé ce matin. On trouve que le gouvernement a jusqu'à quel point ça piétine les niveaux en éducation. Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée? Bien, écoutez, on va voir. Là, essentiellement, vous savez, à la CSQ, on représente aussi des infirmières, des gens en santé. On verra réellement, parce que vous savez, des appels de rencontres puis des possibilités d'arriver à quelque chose, on entend ça régulièrement. Là. Des rencontres comme ça peut... Après ça, on regarde qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai entendu la présidente du Conseil du Trésor nous dire que son souhait, c'était de régler pour le mois de juin. On a vu que ça n'a pas fait long feu. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Pour ce qui est de l'éducation,
Mes collègues pourront vous parler des différentes tables auxquelles ils vont, mais pour ce qui est de la table centrale avec nos collègues du Front commun, CSN, FTQ et la PTS au niveau salarial, etc., où ça piétine. Ça avance pas au rythme où on pourrait arriver à un règlement rapidement. Donc, on verra quand même, Les prochaines semaines vont être importantes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et le but, c'est d'arriver à un règlement le plus vite possible. Et des fois, on entend toutes sortes de choses aussi, là, puis c'est pas vrai que notre but, c'est faire la grève pour montrer qu'on est bien fort, là. Notre but, c'est pour montrer qu'on est fort, c'est d'avoir une bonne convention collective pour les membres qu'on représente et aussi pour la population avec les services dont ils ont besoin. Donc, peut-être... Non. Oh non. Ah, mais c'est possible. Ce que je disais, c'est qu'il y aura une stratégie, aucune flèche envers personne, et nous-mêmes, on aura une stratégie. Ce que je dis, par contre, c'est que ce qu'on entend de plus en plus dans les différentes radios, télé, chroniqueurs, etc., c'est que notre but, ce serait de faire ça. Mais oui, c'est sûr que ça fait partie des outils qu'on a, mais c'est pas un but. Et je trouvais la nuance importante, là, non pas de flèche envers personne. Les collègues de toutes les organisations syndicales, qu'elles soient dans le Front commun ou pas, ont une grosse job à faire avec le gouvernement qui est là, puis on continue à travailler. Ensuite, la presse canadienne. Peut-être mes collègues voulaient faire un petit bout sur la... Je suis désolée. Donc, Oui. juste ajouter, est-ce que ça débloque? Je pense que ça débloque pas plus en éducation que ça débloque en santé. Moi, quand le déblocage annoncé vient seulement de la partie patronale qui dit qu'ils veulent négocier, mais qu'il se passe rien à nos tables, et ce qui est arrivé, nous, à nos tables, il s'est rien passé. J'ai le goût, je vous ai dit tantôt que l'accélération des négociations qui devait s'accentuer au mois de mai, là, il n'y a rien qui a changé à nos tables. On nous avait dit cet été qu'on voulait négocier. Bien, j'ai le goût de répéter qu'encore une fois, notre monde était disponible cet été quand ils étaient convoqués. Ils n'étaient pas convoqués. Quand un médiateur a voulu nous rencontrer, j'ai le goût de dire que notre équipe était là au complet, mais que les co-porte-parole de la partie patronale n'étaient pas là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mandat, parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Si jamais un jour on allait à la grève, parce que c'est les membres qui vont décider. Ce pas les organisations syndicales qui décident, c'est les membres. Les membres n'arrêtent pas de nous répéter depuis le mois de mai, vous nous dites qu'il ne se passe rien aux tables, on va-tu faire autre chose à un moment donné? Est-ce qu'on va les provoquer, ces tables-là? Fait que si on se rendait à la grève, ce sera les membres qui auront voulu la grève, pas les organisateurs syndicaux. Moi, ce que je veux juste ajouter par rapport à ça, quelle a été notre grande déception quand on a vu les dépôts patronales lors de cette négociation-là, avec encore une fois des reculs, mais surtout pas des avancées pour contrer les problématiques qu'on avait sur le terrain. Donc, quand on nous dit « est-ce que ça avance ?» Non, parce qu'on a tellement de travail à tenter de récupérer dans leurs demandes, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on recule de 10 pour avancer de 2. Et oui, comme ma collègue Josée Calabrini vient de le dire, on était disponible cet été. Donc, quand j'entends Mme Lebel dire « Ah, les syndicats ne voulaient pas négocier l'été », je m'excuse, là, on était là. Mais avec des arguments, avec des faits, des événements qu'on vit sur le plancher, mais qui ne sont pas écoutés. Moi, ce que je dis à la fin, c'est qu'on espérait une négociation axée sur l'avenir qui n'est jamais arrivé, bien entendu, aux tables. Si je peux conclure, oui, on a des rencontres, mais il n'y a pas d'avancée à nos rencontres. On est encore à s'expliquer les choses, là. Il n'y a pas encore de vraies négociations, là. Et puis, de notre part, je pense que la fréquence de rencontres est encore moins grande que pour les enseignants et le personnel de soutien. Léa? On se retrouve encore avec des milliers d'enseignants non qualifiés qui vont commencer. Je voudrais que vous me disiez un peu quelles répercussions ça a sur vos membres actuels. Quand je disais tantôt alléger la tâche avant qu'on lâche, là, c'est qu'il n'y a pas un enseignant légalement qualifié qui va vouloir que dans son établissement, les non légalement qualifiés soient laissés à eux-mêmes. Et ça fait des années qu'on revendique l'insertion professionnelle. Donc, ces gens-là qui sont non légalement qualifiés, qu'ils aient une expérience ou pas dans le champ auquel ils viennent enseigner, qu'ils aient un bac universitaire, tout, ils ont besoin des fois au niveau pédagogique d'aide de métier. Donc,
qui peut apporter cette aide-là? Qui peut soutenir cet enseignant-là? C'est l'enseignant légalement qualifié dans l'école. Donc, c'est venu faire encore un alourdissement de la tâche pour l'ensemble de l'équipe école, pour les enseignants qui sont dans le milieu. Donc, un alourdissement de plus quand ça fait des années que la tâche est déjà trop lourde et très complexe. Moi, je le répète, là, enseigner, quand je vous disais tantôt, 37 % de la tâche, même en présence élève, ne sert plus à faire de l'enseignement. Là. C'est tout ça que ça veut dire quand tu fais de la discipline, quand tu fais de la bureaucratie, quand tu n'es pas capable vraiment d'aller suivre les formations qui viennent répondre à ton besoin parce qu'on veut t'imposer des formations qui viennent de différents grands penseurs en éducation qui ont fait une expérience dans un milieu qui a eu l'air très concluante, mais des fois qui ne s'applique pas à son milieu. C'est tout ça qui devient lourd. Donc, nous, ce qu'on dit, il ne faut pas que nos gens légalement qualifiés quittent à cause de la lourdeur de la tâche, mais il ne faut pas non plus que les non légalement qualifiés qui viennent nous appuyer partent parce qu'ils n'ont pas d'aide dans le milieu. C'est tout ça. Quelqu'un a dit tantôt, tout est dans tout, là. Bien, c'est ça. C'est tout le monde qui a besoin d'aide présentement pour s'assurer que l'an prochain, mon scoop ne soit pas vrai et que c'est pas vrai qu'on manque encore plus d'enseignants que cette année. Ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette menace de la grève qui plane. Est-ce que vous avez un échéancier où vous dites si les négociations continuent à piétiner à X date, nous, on propose le mandat de grève aux membres? L'échéancier, il n'y a pas d'échéancier fixé comme il n'y a pas d'échéancier pour la fin de la négociation. C'est tout le plus rapidement possible pour ce qui est d'arriver à un règlement. Pour ce qui est de la grève, ben, ce qu'on fait comme organisation, puis c'est vrai aussi avec les autres organisations du Front commun, c'est qu'on établit une stratégie qu'on va présenter aux membres. Et ça devrait se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais après ça, il y a des assemblées générales. Ma collègue le disait, c'est pas la CSQ, c'est pas les fédérations qui décident d'aller en grève. C'est une stratégie qui est présentée et on verra après ça qu'est-ce que les membres vont décider. Il n'y a pas de délai parce que ça prend quand même plusieurs semaines pour faire le tournée des assemblées générales et aussi voir après ça qu'est-ce que nos membres ont à dire. Et moi, je le dis tout le temps, c'est jamais la grève du syndicat, c'est la grève des membres. Et on verra à ce moment-là, mais on peut s'attendre à ce qu'on ait une idée de la suite des choses au début de l'automne. Puis à quel point vous pensez que c'est plausible qu'il y ait une grève? Notre but, c'est qu'il n'y en ait pas, bien honnêtement. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas, mais pour ça, ça prendrait un gouvernement qui arrête le spin médiatique et qui dit qu'il négocie, puis que ses priorités, etc. Écoutez, il faut s'asseoir. On est là ici, là, les quatre devant vous. On porte le message des membres qu'on représente, plus de 125 000, plus de 115 000 des membres qu'on représente. Et ces gens-là ont des propositions qu'on veut amener aux tables. Si on fait juste être dans un dialogue où il n'y a pas de façon d'arriver à s'entendre, ben on n'est pas capable de parler aussi de nos priorités. Parler de l'aide à la classe, par exemple, c'est un sujet qui est souvent amené. Ben oui, on est bien prêt à en parler, mais on a d'autres choses aussi. Tout ne passeront pas par là, vous l'avez entendu. Même chose avec les salaires. Écoutez, 9 % sur 5 ans, là, c'est même pas quelque chose dont on veut parler parce que il n'y a pas personne qui reçoit ce genre d'offre-là salariale dans d'autres secteurs que dans le secteur public. Donc, on verra ce que ça va donner. Dernière question pour vous. Est-ce que Sonia Lebel, c'est la bonne personne pour arriver à une entente? Toutes les personnes qui sont devant nous peuvent être les bonnes personnes si on est capable de s'asseoir ensemble et d'avoir un réel dialogue puis de faire avancer les choses. Vous savez, peu importe qui est le ministre de l'Éducation, qui est le ministre de la Santé, qui est le ministre au président du Conseil du Trésor, on regarde en avant, nous, de notre côté, puis parce que les syndicats veulent proposer des solutions, peu importe qui est l'interlocuteur. Je peux-tu juste ajouter un petit quelque chose? J'ai beaucoup entendu dans les médias, dans les derniers mois, souplesse. Ça va prendre de la souplesse, ça va prendre de l'ouverture. La partie patronale parlait beaucoup de ça. Bien, moi, j'ai le goût de dire, il n'y a pas un enseignant qui veut faire la grève. L'enseignant, là, il veut faire ce qu'il aime, ça pour lequel il a étudié, c'est-à-dire enseigner. Lui, il voudrait bien qu'il y ait une convention collective qui vienne l'appuyer dans son quotidien. Ce matin, on a des signes concrets, un peu de souplesse dans cette négociation-là qui vient faire qu'on ne parle pas que des priorités du gouvernement, mais qu'on parle des priorités des enseignants, des besoins au quotidien dans leur classe.
On n'a pas besoin de grève. On est en train de négocier, puis c'est une réelle négociation. S'il n'y a pas de réelle négociation, oui, ça peut mener à une grève que tout le monde va faire sans avoir le goût de le faire, mais parce qu'ils veulent retourner le plus rapidement possible à leur quotidien d'enseignant. Mais là, quand on vous écoute quand même, vous dites ça piétine, on se rencontre presque jamais, on n'est pas encore rendu à négocier, on fait juste un peu de blabla. Il va falloir provoquer les choses à un certain moment. Quand on vous écoute, là, même si vous dites, bon, la grève, c'est seulement un petit outil qu'on pourrait peut-être un jour déployer, les parents qui nous écoutent, est-ce qu'ils doivent s'attendre? Il y a une réelle possibilité, en tout cas, qu'il y ait une grève cet automne. On ne peut pas exclure ça, vraiment pas pour l'instant. Ben, est-ce qu'on peut l'exclure? La réponse, c'est non. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est coulé dans le béton parce que les membres ne se sont pas prononcés. Et ça, là, c'est souvent mis de côté, là. On pense qu'il y a une opération, il y a une intervention du Saint-Esprit à un certain moment donné dans l'ego, là, puis là, on s'en va en grève. C'est pas comme ça. Donc, les membres vont voter et je ne peux pas présumer de leur choix. Mais on verra. Par contre, le message qu'on peut faire au gouvernement, c'est de ne pas amener les membres à voter pour. Et ça, c'est en proposant autre chose et de sortir du psychodrame de la négo du secteur public au Québec, là. Ça, c'est ce bout-là, là. Assoyons-nous, puis vous savez, quand on dit que le gouvernement ne veut peut-être pas sortir tout ce qu'il pourrait faire côté monétaire parce qu'il veut attendre de voir... Ben non, assoyons-nous, puis négocions. Moi, je voulais juste ajouter à votre question, quand vous parlez des parents. Les parents, là, sont très au fait de la situation en éducation. Ils sont très au fait des problématiques qu'on vive parce que leurs enfants, au quotidien, vivent ces situations-là problématiques. Donc, il faut arrêter. Oui, une grève a des conséquences, mais en même temps, la population est bien au fait de la situation en éducation. Puis ça, il faut le prendre en compte. Puis tout à l'heure, à la question, il y a quelqu'un qui a posé, puis je vais y répondre d'entrée de jeu. Ça prend de la bonne foi pour négocier. Ça prend une bonne foi de s'asseoir ensemble et se dire, là, on se parle des vraies affaires, des vraies choses. C'est pas ce qui arrive présentement. Parlez-nous des prochains jours. Qu'est-ce qui est prévu là, en termes de négociations, de rencontres? Est-ce qu'il y en a de prévu cette semaine, la semaine prochaine? Le rythme, comment ça va se passer? Chez nous, dans les 2 prochaines semaines, il y aurait, c'est une grande surprise pour nous, 2 rencontres par semaine. Mais après ça, on a essayé de fixer des rencontres pour le mois de septembre. Non, ça retombe à 1 rencontre par semaine. Fait que pour nous, c'est décevant. On espère cette semaine qu'ils pourraient changer d'idée et qu'ils nous annonceraient des choses à la table. Mais on a essayé encore la semaine dernière et impossible de fixer des rencontres plus qu'à 1 par semaine pour le mois de septembre et octobre quand on a essayé de le faire. Exactement la même chose pour nous. Il y en a une de prévue la semaine prochaine, autant pour l'ensemble de nos conventions collectives, mais vous comprendrez que ces gens-là viennent s'asseoir en avant de nous présentement et on a l'impression qu'ils viennent faire du temps parce qu'ils n'ont pas de mandat et que trop souvent, le Conseil du Trésor vient jouer un rôle, malheureusement, à l'intérieur des négociations sectorielles, ce qui cause une certaine tension et un ralentissement à la machine. Donc, nous, dans le même contexte, on n'a pas nécessairement un calendrier très avancé pour des rencontres. Puis moi, je dirais que c'est semblable. Et puis, il y a des enjeux aussi qui touchent tout le monde, là, qui sont importants, qui ont besoin d'être traités aussi. Là, parce que dans la décision à la fin, là, les attaques au régime de retraite, le salaire, l'augmentation de salaire qui va être offerte à tout le monde, ça va venir jouer aussi dans les décisions. Puis là-dessus aussi, là, il n'y a pas de mouvement. Là. Donc, ça va en prendre. La presse. Une des priorités, c'est la composition de la classe. Avez-vous des demandes concrètes? Je ne sais pas, moi, de plus de classes spéciales. Est-ce que vous allez par là? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez dans la composition de la classe? Ce qu'on a placé à la partie patronale, le bon élève au bon endroit. À travers les années, on sait qu'on a fait des choix de société. Ça, vous m'avez souvent entendu le dire, là, quand sont arrivées l'intégration des élèves en difficulté dans nos classes. On avait accepté de le faire, mais des services devaient suivre, des services qui ne sont jamais venus parce qu'on est arrivé en grande coupure. En même temps qu'on avait fait ce choix de société-là, un autre choix que les parents tenaient beaucoup, c'est les projets sélectifs, projets particuliers sélectifs, où on a sorti les meilleurs élèves de nos classes, qui font que la classe dite régulière n'existe plus au Québec.
nos classes régulières, je vous disais tantôt, là, 48 des élèves sont en difficulté. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant d'intégrer un élève, il faut s'assurer que tout le processus d'évaluation de ses besoins a été fait et qu'il y ait un minimum d'élèves en grande difficulté qui soient dans une classe. Et là, je le sais, je vais me faire répondre par le gouvernement. Voyons donc, on est en pénurie. Ce que vous venez de dire là pourrait peut-être amener qu'on ait besoin de plus d'enseignants encore. Mais j'ai le goût de vous dire que quand on est rendu à 4000 enseignants qui manquent, là, si on est capable de valoriser la profession, si on peut arrêter l'hémorragie des enseignants qui s'en vont, on va trouver les solutions pour refaire des classes dites régulières. Okay? Et ça va nous permettre d'être capable de donner le service à tous les élèves. Présentement, malheureusement, il y a des élèves qu'on a de la difficulté à suivre, qu'on a de la difficulté à donner le besoin, parce que moi, comme enseignante, je ne peux plus passer du temps avec cet élève-là, et les services qui devraient venir ne sont pas là. Donc, oui, il y en a des propositions, c'est-à-dire une évaluation des élèves et un minimum d'élèves en grande difficulté dans nos classes. Mais, oui. J'ai dit 48 d'élèves qui ont des difficultés, mais ce n'est pas tous des élèves en grande difficulté. Il y a des élèves en difficulté que moi, comme enseignant, je serais capable d'y répondre si on me donnait le temps de le faire. Et mes élèves en grande difficulté, s'il y avait le bon service qui lui était donné, il peut rester dans ma classe aussi. Mais on l'a détruit sur 20 ans, le système, là. On ne l'a pas détruit en 6 mois, on l'a détruit sur 20 ans. Fait que c'est irréaliste de penser qu'on va être capable de tout reconstruire dans une année. Il va falloir se donner du temps, mais il faut donner de l'espoir aux enseignants. Si je suis capable de voir venir, si je suis capable dans cette négociation-là, même si je n'ai pas tous les services tout de suite cette année ou l'an prochain, si je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, déjà, ça va s'améliorer, ça va être mieux, c'est au moins un signe positif à mon cri du cœur comme enseignant qui fait que si j'ai 32 ans d'ancienneté, là, ma réflexion qui est, je m'en vais-tu ou je reste, ben, je vais peut-être décider de rester. Mais s'il n'y a pas des signes rapidement, oui, nos enseignants vont quitter. J'ai des gens dans ma famille, j'ai des amis dans mon entourage présentement qui sont des gens qui ont 20, 25 ans d'ancienneté et qui se cherchent d'autres emplois en dehors de l'enseignement. Et je suis convaincue qu'ils vont trouver, moi, je n'ai pas le goût des perdre parce que je sais que c'est des enseignantes et des enseignants extraordinaires. Mais pour ça, ça prend des signes positifs pour leur donner le goût de rester dans le système. Oui. Juste dire que ce que José vient de décrire là, pour 25 ans, pour les gens qui souhaitent partir, c'est pareil pour les professionnels. Puis je suis pas mal convaincu que c'est pareil pour le personnel de soutien aussi. Là. On n'est pas d'une situation où les gens ont le goût de rester, ont le goût de s'investir. Les gens en ont plein les baskets. Là. Et puis, ils sont en souffrance. Donc, il est où le chemin, là? Ce que José décrit pour le personnel enseignant, je pense qu'on peut l'appliquer au reste du personnel aussi. Quand on regarde les résultats aux examens du ministère, les examens PISA, c'est pas le portrait d'élèves qui sont en aussi grande difficulté que vous décrivez. Comment on réconcilie ces deux réalités-là? Que vous dites que tout le monde est, 1 sur 2 est en difficulté. Tu sais, les dérives de l'évaluation, que ça prendrait une réforme sur l'évaluation comme est-ce normal que quand arrivent des épreuves du ministère, des élèves en grande difficulté par hasard ne sont pas là lors des épreuves et qu'on ne tient pas compte qu'ils ne sont pas là? Il y en a eu énormément de dérives avec toute l'évaluation, la gestion axée sur les résultats, parce que c'est important, les résultats, c'est l'image de notre province, les résultats. Ben ça fait partie aussi d'un autre grand dossier qui aurait dû venir avant un projet de loi 23, là, une réforme sur le mode d'évaluation aurait pu nous permettre peut-être d'avoir une meilleure indication de où sont les résultats de nos élèves au Québec. Puis je nous rappelle qu'il manque quand même 1500 techniciennes en éducation spécialisée, des postes à combler. Là. Il manque ces gens-là dans le système pour venir en aide, pour travailler avec nos collègues enseignants et en concertation avec le professionnel et les enseignants. Donc, il en manque quand même 1500. Et là-dessus, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de postes à 32, 33, 34 heures. Les gens quittent, démissionnent, partent ou se font avaler par un autre système qui offre des primes. Je n'ai pas besoin de vous parler du système de la santé. Je pense que c'est un peu ça. Donc, les gens se dirigent ailleurs. Donc, ça cause problème aussi par rapport à la pénurie. Monsieur Plouffe, allez-y. Vous lancez cet appel-là aujourd'hui au gouvernement pour, si je comprends bien, accélérer la cadence des négociations
Je le disais tantôt à une autre question, on n'est pas dans l'optique de se donner un deadline, de se donner une fin. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu. Il se dit toutes sortes de choses dans l'espace public sur le rôle des syndicats dans tout ce qui se passe présentement. On le dit, il faut dénoncer ça. Parce que c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que les problèmes sont la faute des syndicats. Au contraire. Hein, les gens de notre réseau tiennent l'école à bout de bras depuis des décennies. Le gouvernement, lui, ce qu'il peut faire, et c'est le message que j'ai envoyé notamment au ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation n'est pas coupable des choix politiques des 20 dernières années. Mais c'est lui qui va tracer la ligne de la suite des choses. Alors, le message, c'est de dire, arrêtons le spin, arrêtons ça et négocions, puis arrivons au règlement rapidement. Et ce règlement-là, on le sait, va impliquer certaines priorités du gouvernement, exemple de l'aide à la classe, mais va, par le fait même, aussi avoir de nos priorités. Et pour ce qui est de l'aspect salarial, ben c'est clair, ça va prendre de bonnes augmentations salariales. Une deuxième question, parler d'un système d'éducation qui était comme abandonné depuis 15-20 ans. Avez-vous une idée de combien il en coûterait? On parle de réinvestir dans le système d'éducation globalement. Avez-vous une idée de combien? Bien, écoutez, là, ça a été 1,3 milliard de coupures sous l'ère libéraux. OK? On va se dire ça, là. Mettons, là. On a eu quelques ajouts, 200, 300 millions, vient saupoudrer à gauche et à droite. Moi, j'ai toujours dit, puis mes collègues pourront renchérir, tant aussi longtemps qu'on ne rattrapera pas ce 1,3 milliard-là qu'un jour on a perdu, ben on ne reviendra pas au système à niveau, là. C'est clair, net et précis. Et les besoins sont en fonction de ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Peut-être à vos deux questions. La première, c'est jamais autant que tout ce qui a été coupé dans le système depuis des années. Je ne sortirai pas de ce chiffre-là. Si on accumule toutes les coupures qu'il y a eu, jamais, ça ne coûtera jamais aussi cher que toutes les coupures qui ont été faites. Deuxième chose, quand vous parlez, y a-t-il un temps limite? Donnez-vous... J'ai dit tantôt que l'enseignement, c'est une tâche complexe et les autres professions aussi en éducation. Mais ce qu'il faut que les grands négociateurs nationaux, pas juste le gouvernement, les grands négociateurs nationaux qui ont eu comme historique qu'une négociation, ça se conclut en une semaine et demie. Là. Quand on va donner mandat, c'est complexe les difficultés que l'on vit. Ça va être difficile de trouver des solutions. Donc, il faut s'enlever de la tête que quand ils auront le OK pour donner les mandats, la négociation, va se régler en une semaine et demie. Et c'est pour ça qu'on dit commencer à mettre des choses concrètes sur la table pour qu'on ait le temps de bien les travailler et que tout ce qui est complexe soit travaillé correctement et qu'il y ait une négociation qui sera autant satisfaisante pour le gouvernement que pour les enseignants à la base. La semaine passée, j'ai souri quand il y a eu l'annonce des batteries à Bécancour, où on parlait des retombées vis-à-vis les coûts. Hein? Des retombées vis-à-vis des coûts, c'est correct pour une usine, mais pour des enfants, pour du personnel, non, ça... les coûts et les retombées, c'est très abstrait. Et puis, on a l'impression qu'on est toujours perdant là-dedans. Mais pour une usine de batterie, ça marche au bout. Ce qu'il faut se poser la question avec une usine de batterie, 345 emplois, combien vont arriver avec de jeunes enfants? Est-ce qu'il va y avoir des services dans les écoles adéquats pour ces enfants-là aussi? Donc, c'est facile de parler de 345, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a des services adéquats et de qualité à offrir aux enfants. Ah, oui. Deux avant, super technique, de répondre par oui ou non. Vous parlez de 4 rencontres, 2 la semaine prochaine, 2 l'autre, ou c'est 2 pour les négos, vous avez dit 2 rencontres au cours des 2 prochaines semaines. Je veux savoir, c'est 2. La semaine dernière, on a eu 2 rencontres et cette semaine, on a 2 rencontres d'annoncées. Pour nous, à partir du moment où d'habitude, pendant des mois, on a de 2 à 3 rencontres par semaine pendant des mois. On ne parle pas d'un billet du tout. On dit on va tendre vers la normale d'une négociation parce que la négociation n'a pas été normale depuis le mois de janvier. Les 1,500 techniciens en éducation spécialisée, 900 professionnels, vous dites peut-être même 2000 collaborateurs. On parle-tu des syndiqués de la CSQ ou vous parlez de votre estimation?
Le chiffre que je vous ai donné, c'est l'ensemble de la province de Québec. OK? Pour l'ensemble. C'est très facile à avoir ces données-là. Puis, éducateurs, éducatrices en service de garde, c'est 3250 qui en manquent. Et vous comprendrez que partout au Québec, donc, il y a des postes qui ne sont pas comblés. Puis chez nous, les 900 qui citaient, la région de Montréal n'était pas là-dedans. Donc, nous, en fait, on a 69 des 72 centres de services scolaires. Donc, on n'est pas loin de cette réalité-là. Mais vous comprendrez que je vais vous donner l'exemple des ingénieurs, des architectes. On en a 200 à Montréal. Juste des ingénieurs, des architectes, des professionnels en milieu scolaire. Mais c'est un roulement sans fin. Parce que dans l'ensemble du personnel, ce sont les moins bien payés des professionnels. Fait qu'ils viennent faire leur classe, ils repartent. On a des techniciens, des analystes en informatique, des postes qui ont été créés au cégep. On a eu un comité. Ça fait 15 mois que le comité a fini, puis qu'on attend des nouvelles du gouvernement. Le gouvernement, après 15 mois, n'est toujours pas fichu de nous donner des nouvelles d'un comité qui a siégé en juin 2022. La déclaration de M. Drainville sur les profs en maternelle, encore ce matin, ça fait réagir, ça a déferlé sur les réseaux sociaux, les médias ont reçu des courriels. Est-ce que M. Drainville doit s'excuser? Est-ce qu'il doit envoyer un autre message? M. Drainville doit se ressaisir. Ce n'est pas la seule déclaration qui est venue dévaloriser la profession enseignante. Il y a eu 2 grandes déclarations qui sont venues donner l'apparence d'une grande méconnaissance de la profession enseignante. Donc, M. Drainville doit se ressaisir. On sait que c'est un homme, quand il décide de travailler pour une cause, qui est capable de le faire. Et ce que les enseignants sont en droit de s'attendre, et le personnel de l'éducation présentement, c'est que M. Drainville va prendre à bras de corps le dossier de l'éducation. Et c'est même une bataille contre le Conseil du Trésor qu'il faudra faire avec nous. On a besoin en éducation, ça fait 20 ans que notre système s'est dégradé. On a besoin d'un ministre qui va se battre avec nous autres. Puis des fois, aller peut-être à l'encontre même de des grandes positions de son parti. Mais qu'est-ce qui est le plus important, là? L'éducation au Québec ou son image dans un parti? On peut se poser la question. Je lui dis une autre question. Il n'est pas responsable des coupures et des choix politiques des dernières années, mais il sera responsable des choix qu'il fera. Puis le message aujourd'hui, c'est celui-là. Je prendrai une dernière question. Bien, je vous dirais qu'on n'a pas la donnée précise, mais on a dans des endroits, certains groupes, je donne exemple, mettons un groupe de 5e, 6e année, n'a pour l'instant peut-être pas d'éducateurs, d'éducatrices en service de garde. Oui, on le voit, ce bris de service-là, il y en a. La solution pour nos directions d'école, ben, c'est de prendre le ratio et d'oublier complètement le ratio de 20 élèves et d'en mettre 40 dans le même local parce qu'en attendant, il n'y a pas personne. Ce qui est inacceptable. Puis ça, je le répète aux membres qu'on représente, c'est inacceptable. On ne peut pas endurer ça. C'est une question de sécurité. C'est une question de travailler adéquatement dans un espace qui est logique. Oui, il va y en avoir des bris de service, très clairement, parce qu'avec ce nombre d'éducateurs, d'éducatrices-là qui manquent au Québec, oui, il va y en avoir, parce que l'an passé, il y a même eu des situations où on a demandé, le service de garde s'est fermé en journée, en fin de journée, parce qu'on n'avait pas d'éducateurs, d'éducatrices pour travailler sur cette plage horaire-là. Donc, encore une fois, l'aide à la classe, c'est une chose, mais il y a un besoin au Québec. Il y a les services de garde en milieu scolaire qui ont été créés. Donc, ces gens-là ont besoin de travailler. Et il y a encore trop de postes entre 10 et 20 heures qui sont offerts, qui ne comblent pas. On décide plutôt d'y aller très juste par rapport au ratio. C'est-à-dire que j'ai 100 élèves dans mon service de garde, je n'ai pas besoin de plus que 5. Pourquoi qu'on ne va pas à 6, à 6,5 ou à 7 pour pouvoir se donner? Parce qu'il arrive des élèves pendant l'année, etc., etc. Mais ça,
Ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Merci. Ça mettrait fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Les porte-paroles sont disponibles pour des entrevues individuelles si vous avez besoin. Merci. Merci. Merci.